Bien. Bonsoir, bonjour, je ne sais pas. Je suis très honoré d'être parmi vous ce soir pour essayer à ce panel de savants, puisque c'est comme ça qu'on pouvait être qualifié aujourd'hui, grâce à ce diplôme qu'on va aborder tout à l'heure, les quelques enseignements que j'ai pu acquérir dans un parcours qui a maintenant 40 ans, donc vous allez me faire rajeunir de 40 ans, ce qui est plutôt agréable. Et je vais essayer de vous les résumer en 1 heure. J'espère que j'arriverai à vous faire passer les principales informations que j'ai pu, ou les principaux enseignements que j'ai pu avoir. Parce que j'espère surtout arriver à vous transmettre le fait que la connaissance est indispensable, c'est une condition nécessaire, mais absolument pas suffisante pour que cette connaissance puisse apporter aux autres, à l'autre, les résultats ou les bénéfices de cette connaissance. Et qu'il y a plein d'autres ingrédients qui sont nécessaires pour que une connaissance scientifique, quelle que soit la science d'ailleurs dont on parle, puisse aboutir aux bénéfices qui sont attendus de l'amélioration de nos connaissances. Moi j'estime qu'avoir eu, je n'aime pas utiliser le terme chance, parce que compte tenu des drames auxquels j'ai pu être confronté, le terme chance peut paraître un peu particulier, mais en tout cas l'opportunité, à la fois en tant que médecin, d'apporter un soulagement au cours du temps, ou en tout cas un accompagnement à des personnes qui étaient en souffrance, en tant que chercheur, de participer à des découvertes, parce que je dis toujours, les chercheurs cherchent, mais il faudrait mieux les appeler des découvreurs, on aura peut-être plus de résultats. Et puis aussi, tout ce que les connaissances accumulées, il y a aussi un vrai plaisir, pour ne pas dire une jouissance, à le transmettre. Le métier d'enseignement, auquel certains d'entre vous pourront, j'espère, accéder, peut-être tous d'ailleurs, est aussi un très grand plaisir, une très grande responsabilité, une très grande importance, puisque il ne faut pas que les connaissances accumulées soient égoïstement gardées, mais il faut essayer de les transmettre. Et cette transmission est au moins aussi importante que tout le travail de recherche, éventuellement de découverte. Donc, et oui, ça fait 40 ans. Finalement, j'imagine que l'invitation que vous m'avez faite est en rapport avec le fait que la maladie a été découverte maintenant il y a un peu plus de 40 ans et que le virus un peu moins de 40 ans. Donc on est dans cette période intermédiaire. Ce terme de 40 ans est sans doute, ce délai de 40 ans est tout à fait important. Alors effectivement, l'histoire commence. J'imagine que peu d'entre vous le savent ou s'en souviennent, en tout cas, bien entendu. En juin 81. En juin 81, un organisme qui s'appelle le CDC, Center for Disease Control, aux États-Unis, qui est un organisme essentiellement d'épidémiologie ou des maladies transmissibles, mais pas que, qui recense, qui fait de recensement et de l'analyse de données sur les maladies infectieuses, mais pas que. Et cette petite revue, qui fait 4 pages, avec un petit format, signale la survenue d'une pathologie particulière, qui initialement était classée dans les pathologies parasitaires. Aujourd'hui, on considère que c'est un champignon, qu'on appelle pneumocystis à l'époque carini, maintenant il a changé de nom, mais n'importe, atteint des patients auxquels habituellement qui ne sont pas susceptibles d'avoir cette maladie. C'est une maladie qui entraîne une atteinte pulmonaire, qu'on appelle une pneumocystose, et qui ne survient en principe que chez les personnes qui ont un déficit de l'immunité.
été initialement décrite dans le ghetto de Varsovie chez des enfants dénutris, et puis ensuite, dans les années, à partir du début des années 60, surtout chez les patients qui bénéficiaient de greffes, en particulier les greffes rénales, parce qu'elles étaient soumises à un traitement immunosuppresseur, c'est-à-dire qu'elles baissaient l'immunité, afin que la greffe puisse être acceptée par les personnes à qui elle est administrée. Donc, c'était essentiellement ces personnes-là qui avaient ce type de pathologie. Et là, curieusement, ce n'est pas ce type de patients qui sont touchés. Ça se passe en Californie. Et la particularité, c'est qu'elle survient chez des patients qui sont des hommes, d'abord, jeunes, ensuite, et qui ont tous des affinités pour des autres hommes, c'est-à-dire des homosexuels. C'est cette particularité qui étonne, alors qu'ils n'ont aucune cause identifiable de déficit immunitaire, ils ont pourtant cette pathologie qu'on appelle opportuniste. Et initialement, c'est 5 patients qui sont identifiés de cette manière-là. Et d'ailleurs, ils sont identifiés par un système relativement intéressant, qui est l'augmentation d'un traitement, de l'usage d'un traitement qui est uniquement dispensé de manière centralisée aux États-Unis par justement le Centre de contrôle des maladies, qui s'appelle la Lomidine, enfin n'importe. Et ce traitement, on voit dans la fin des années 80 l'augmentation de son utilisation d'environ 20%. Et les épidémiologistes du Centre de contrôle des maladies se disent, tiens, c'est étonnant, parce que est-ce qu'il y a une augmentation des déficits immunitaires? Eh bien, ils vont retourner dans les dossiers, et en Californie, ils trouvent effectivement ces 5 premiers patients atteints de déficits immunitaires inconnus antérieurement, avec des pathologies qu'on appelle opportunistes, c'est-à-dire qui ne surviennent essentiellement, je dirais, infectieuses, et qui ne surviennent que chez les patients immunodéprimés. Alors, en fait, vous voyez que dès juillet 1981, ce n'est plus seulement des pneumocystoses qu'on identifie, mais également une tumeur qu'on appelle le sarcome de Kaposi, dont on sait qu'il est présent dans le pourtour méditerranéen et très présent en Afrique subsaharienne. Pour des raisons qu'on ne connaît pas très bien à l'époque, qu'on n'identifie pas bien, et qui là aussi est plus fréquent, beaucoup plus fréquent chez les patients qui ont bénéficié d'une greffe rénale et donc qui sont sous traitement immunosuppresseur. Et là aussi, c'est les patients qu'on identifie, et vous voyez qu'il y en a dans cette publication un mois après 26 déjà, là c'est sur New York, donc la côte est des États-Unis. Et là aussi, il s'agit essentiellement d'hommes homosexuels. Alors je ne vous ai pas mis la publication, mais donc cette entité qui est initialement définie comme pathologie survenant chez les patients, évoquant une immunodépression chez les patients qui n'ont aucune cause reconnue de déficit immunitaire, eh bien en août, toujours 1981, eh bien aux États-Unis on en identifie 140. Donc vous voyez une progression exponentielle. Et déjà en août 81, 10% des populations identifiées selon cette première définition, qui était pathologie évoquant un déficit immunitaire sans cause connue de déficit immunitaire, eh bien 10% des patients ne sont pas homosexuels. Et en fait, très rapidement, avant la fin de l'année 81, on sait que cette maladie n'est pas réservée à ce type de population. J'insiste sur cet élément parce qu'il ne vous a pas échappé que ce lien à l'homosexualité est resté dans les esprits pendant très longtemps, et d'ailleurs, je pense, reste encore dans beaucoup, sachant que dans le monde aujourd'hui, la majorité des gens qui sont atteints par cette maladie n'ont rien à
avoir, enfin ne sont pas du tout des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Alors, en France, il se trouve, comme quoi le hasard n'est jamais totalement exclu de la démarche médicale, voire scientifique. En 1981, je suis médecin à l'hôpital Claude Bernard, plus jeune en tout cas, même si vous me faites reculer vers 40 ans, ce n'est pas tout à fait les mêmes articulations qui sont en place. Je suis chef de clinique en pathologie infectieuse et tropicale, et je reçois beaucoup de patients qui voyagent. Et je suis à Claude Bernard avec un projet de recherche qui est justement sur l'épidémiologie des maladies transmissibles, avec une recherche sur l'épidémiologie des maladies transmissibles de manière générale, mais aussi sur l'amélioration de notre système de surveillance, qui est pratiquement inexistant à l'époque. Et donc, je suis abonné au MMWR. À l'époque, je pense qu'on était moins d'une poignée à être abonné à cette revue. Et il se trouve que le matin où je reçois cette revue, l'après-midi, je vois en consultation un patient, Stewart, qui vient avec son petit copain, qui tient par la main, qui tousse et qui a des symptômes tout à fait compatibles avec ce que je viens de lire le matin même dans le MMWR que j'avais reçu. Et il fallait à l'époque, j'ai mis à peu près 15 jours à obtenir les examens qui permettaient de faire ce diagnostic de pneumocystose. Mais en tout cas, cette pathologie a été confirmée chez ce patient. Et donc, je me suis mis à rechercher autour de moi, c'était à l'époque Claude Bernard, Claude Bernard Paris, et autour de collègues à moi, d'éventuels patients qui auraient pu être atteints d'infections opportunistes sans cause connue de déficit immunitaire. Et en fait, en fin août, j'avais déjà identifié 5 patients, dont des femmes d'ailleurs déjà à l'époque, qui étaient atteints de pneumocystose et qui n'avaient aucune cause de déficit immunitaire connue. Et à la fin de l'année 81, sans avoir le système imaginé de surveillance comme on a aujourd'hui, sans avoir juste par un réseau personnel, j'avais pu identifier, y compris parmi des patients auxquels j'avais été confronté dans les 2-3 années précédentes, on avait identifié 7 patients. Donc j'étais persuadé à ce moment-là que la maladie existait en France, de la même manière qu'elle existait aux États-Unis. Et fin 81, plusieurs centaines de patients qui avaient été identifiés aux États-Unis. Eh bien, il devait y avoir la même chose qui se passait en France, mais que dans la mesure où l'information ne passait pas, eh bien, les médecins n'étaient pas en situation de pouvoir faire le diagnostic, et donc c'était peu connu. Donc, mon projet a été de mettre en place initialement, essentiellement, un système de recueil de données basé sur la manière dont procédaient les Américains, c'est-à-dire identifier des sources d'information, recueillir l'information à partir de ces sources, traiter cette information, la renvoyer vers les personnes qui nous l'avaient donnée, l'analyser, et tout ça, bien entendu, pas simplement pour faire de la comptabilité, mais pour poser, bien entendu, les bases d'hypothèses diagnostiques, par exemple. Donc, c'est pour ça que, un peu pompeusement, grâce à des journalistes, en février-mars 1982, j'ai créé pompeusement un centre d'épidémiovigilance avec un numéro de téléphone donnant quelques informations. Et vous voyez ici l'article qui est sorti à ce moment-là dans Libération. Il se trouvait que j'avais une étudiante en médecine qui était devenue journaliste, de mes anciennes étudiants de médecine, et c'est grâce à elle que j'ai pu faire passer ce type de message.
Alors ça a eu deux conséquences. La première, de faire venir un très grand nombre de personnes inquiètes qui se sentaient concernées, et puis de mobiliser quand même autour un petit peu de la communauté médicale. Et puis surtout, j'ai créé un groupe de travail à ce moment-là, multidisciplinaire, où le travail essentiel initial a été vraiment d'installer les bases d'un recueil épidémiologique des données sur le territoire national. Alors, très rapidement, à la fois avec des informations qui venaient des États-Unis, mais confirmées, je dirais, par ce qu'on observait en France, avec une particularité en France, c'est qu'on a été les premiers à identifier le foyer en provenance d'Afrique subsaharienne, du fait d'une migration particulière qu'il y avait à l'époque en France. Et la première chose qui nous a interpellés, c'est le type de population qui était touchée. Et ça, on l'a su très vite. Je dirais, dès la mi-82, on avait la certitude que non seulement ce n'étaient pas des hommes homosexuels, des hommes qui avaient des relations sexuelles avec des hommes qui étaient touchés, mais la population des utilisateurs de drogue par voie intraveineuse a bien été identifiée dès le début 82. Il ne nous a pas échappé que les hémophiles ou les transfusés ont pu être concernés pour des raisons de transfert, de transport de l'agent responsable par ce biais. Les partenaires sexuels des personnes atteintes, qu'elles aient été homosexuelles, bien entendu, mais aussi hétérosexuelles. Et puis, il y a eu des foyers géographiques, comme les Haïtiens, ou des nouveau-nés qui étaient touchés alors que leur mère était elle-même touchée. Alors, si vous voulez, compte tenu des connaissances qu'on avait à l'époque, là encore, il faut se remettre en 1980, dans les années, début des années 80, qu'est-ce qui pouvait donner ça? Qu'est-ce qui pouvait entraîner ce type d'épidémie, parce que ça prenait une courbe épidémique, qu'est-ce qui pouvait entraîner une épidémie de déficit immunitaire touchant certaines populations marquées par je dirais, leur pratique sexuelle ou éventuellement une éventuelle atteinte materno-fétale et puis par les dérivés sanguins ou par la voie parentérale. Eh bien, il n'y avait pas beaucoup de modèles, enfin, il n'y avait pas beaucoup de modèles, il y avait un modèle, j'allais dire, qui s'impose. Les modèles qui s'imposaient, c'était le modèle d'infection virale. À l'époque, l'autre hypothèse, c'était l'hypothèse toxique. Et effectivement, entre les utilisateurs de drogue par voie intraveineuse et les hommes qui avaient des relations sexuelles avec des hommes qui utilisaient des produits, je dirais, aphrodisiaques, supposait-elle, comme des poppers, enfin, ça a été le produit qui a été beaucoup incriminé initialement, eh bien, on balançait entre ces deux hypothèses, et d'ailleurs pendant des années, on a continué à travailler sur les deux, mais celle qui s'imposait vraiment, c'était celle de l'hypothèse virale, en tout cas c'est celle qui nous a retenus très rapidement. Et parmi les virus qui pouvaient être évoqués, sans qu'on comprenne très bien tous les mystères qui persistaient, c'était un virus de groupe herpès, évidemment, la transmission sexuelle, mais pas que. Par exemple, le cytomégalovirus, on avait identifié qu'il était capable d'induire des déficits immunitaires dans certaines circonstances, et on savait que, par exemple, chez les greffes rénaux, la survenue d'une infection par ce virus aggravait le déficit immunitaire, et il y avait des marqueurs biologiques qui étaient assez proches de ceux qu'on mettait en évidence à l'époque chez les patients atteints par ce nouveau syndrome. Le virus de l'hépatite B, parce que c'est le modèle qui a parfaitement été analysé dans les années 70 pour la transmission, où on savait qu'il y avait une transmission à la fois sexuelle et sanguine, et materno-fétale. Donc c'était un modèle. Cela dit, on ne comprenait pas très bien pourquoi un virus qui entraînait des hépatites, éventuellement d'autres atteintes, mais en tout cas pas de déficit immunitaire, tout d'un coup pouvait entraîner ce type de déficit très sévère. Alors l'hypothèse rétrovirale, elle est arrivée en 1982, et pour dire la vérité, elle est arrivée des États-Unis.
c'est le pape d'une catégorie de virus qu'on appelle les rétrovirus, qui sont des virus ARN. Je ne sais pas si, pour ceux qui font des sciences sociales, ça dit quelque chose, mais en tout cas pour tous les scientifiques, j'imagine que ça dit quelque chose. Donc c'est un virus ARN. La propriété du virus ARN, c'est un peu particulier, c'est que ça mute beaucoup. Hein. Le virus ADN moins, le virus ARN beaucoup plus. Alors, les rétrovirus, c'est des virus qui étaient connus chez les animaux, depuis le sarcome de roue du poulet, je crois, donc depuis des décennies. Mais chez les humains, le premier rétrovirus humain qui avait été identifié, c'était à la fin des années 70, 79 exactement, la publication de Robert Gallo, qui était associé à une leucémie, une maladie des globules blancs. Et là, ce qu'on avait bien identifié à ce moment-là, c'est que l'agent, enfin, ce qu'on observait biologiquement, c'était une atteinte justement de certains globules blancs, qu'on appelle les lymphocytes, un certain sous-type de globules blancs, qu'on appelle les lymphocytes T. Parmi les lymphocytes T, il s'agissait des lymphocytes T auxiliaires, qui étaient préférentiellement touchés, diminuaient au cours du temps et qui rendaient compte de l'apparition de ce déficit immunitaire. Ce déficit immunitaire, c'est ce qu'on appelle un déficit immunitaire cellulaire, et ça, très vite, dès l'année 81, on a pu identifier cette anomalie biologique chez les patients. Et ce qui était intéressant, c'est que le HTLV, qui avait été identifié en 79 par Robert Gallo, était un virus qui infectait ces cellules-là. Mais c'était un virus transformant, c'est-à-dire qui entraînait des cancers du sang. Enfin, il s'agissait en fait de cancers de cellules sanguines à expression cutanée, enfin n'importe, hein, vous n'êtes pas tous médecins, je ne sais même pas s'il y a des médecins ici, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais donc vous voyez, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ce virus HTLV touchait les globules blancs. Et Robert Gallo dit, mais voilà, mon virus, le HTLV, il est à la fois responsable d'une prolifération des globules blancs, de certains globules blancs, mais il peut, dans certaines circonstances, entraîner une chute de ces globules blancs et donc entraîner un déficit immunitaire. Alors, le problème, c'est que en France, cette hypothèse nous a énormément séduite, bien entendu, parce qu'il y avait toute une série d'argumentaires qu'apportait Robert Gallo, en tout cas qui rapportait, que Robert Gallo rapportait, qui étaient très séduisants compte tenu de ce qu'on savait déjà de cette maladie. Et voilà. Alors le problème, c'est qu'en novembre 82, Gallo, l'un des collaborateurs du groupe, contacte Gallo, et Gallo lui dit « Mais je n'ai trouvé mon rétrovirus HTLV que chez 2 patients sur les 33 que j'ai analysés. » Et vous voyez, ça c'est la publication qu'il fait l'année suivante. Mais on avait les résultats de ces données en novembre 82. Et bien entendu, c'était décevant, puisque 2 sur 33, ça ne permettait pas de dire que ça, c'était vraiment à l'origine de cette maladie. Alors, d'une manière peut-être un peu, je dirais, primaire, comme vous le voyez peut-être, pardon, j'ai une flèche ici, vous voyez, Gallo avait analysé 33 patients qui étaient déjà à un stade très avancé de la maladie. Et ce stade avancé de la maladie faisait que les globules blancs qui étaient responsables du déficit immunitaire avaient pratiquement disparu. Donc, un peu naïvement, moi j'ai pensé que c'était peut-être une erreur de chercher à un stade avancé de la maladie et qu'il valait mieux chercher à un stade plus précoce. Et on avait identifié à l'époque, de manière, je dirais, longitudinale chez les patients qui étaient atteints de la forme la plus avancée de la maladie, une forme préalable qui était faite de ce qu'on a appelé un syndrome lymphédénopathique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les patients développaient une augmentation du volume de leur ganglion généralisée, qui représentait donc la forme initiale de la maladie. Ça avait été bien identifié dans ce qu'on appelle les cohortes longitudinales.
essentiellement aux États-Unis, parce que les Américains avaient une cohorte sur l'hépatite B qui suivait depuis des années, et donc ils ont pu reprendre les données rétrospectivement. Donc je me suis dit, mais peut-être qu'il faut chercher à ce stade-là, et donc dans les ganglions. Et il suffisait après de trouver un virologue qui travaillait sur les rétrovirus. Alors, je peux vous dire qu'en France, à l'époque, il y avait 3 équipes, une à Lille, une à Paris et, mystérieusement, une à Pasteur. Et bien que en novembre de 1982, où un collègue m'avait demandé de venir faire le point sur ce qu'on connaissait à l'époque du VIH à Pasteur, j'avais fini mon topo en demandant s'il y avait un rétrovirologue dans la salle, et personne ne m'avait répondu. Mais par hasard, je travaillais avec une virologue à l'hôpital Claude Bernard, on travaillait à ce moment-là sur le CMV, parce que le CMV était un candidat. Elle m'a dit, mais je connais, au cours de mes études, le prof qui m'a fait les cours sur les rétrovirus, c'est Jean-Claude Sherman. Je vais l'appeler. Et en fait, Jean-Claude Sherman n'était pas joignable, donc c'est Montagnier qui a répondu, François Montagnier, et qui, dans un coup de téléphone, simplement, en décembre, juste avant les congés de Noël, a bien voulu entendre et a dit, bon écoutez, pourquoi pas, je veux bien prendre un prélèvement ganglionnaire, ce que je faisais à l'époque systématiquement chez mes patients pour justement travailler à l'époque sur le CMV. Et donc on planifiait les biopsies ganglionnaires, c'est-à-dire les prélèvements des ganglions, et il y avait un prélèvement qui était planifié déjà pour le mois les premiers jours de janvier. Et c'est de ce ganglion qu'on a trouvé le virus, hein, le premier virus. C'est pas une légende, c'est anecdotique, hein, c'est juste pour rire. Donc, il se trouve que de ce premier prélèvement, on a pu isoler un virus qui était différent à la fois en termes de composition des protéines, à la fois en termes de réaction en anticorps. Hein, vous savez qu'on identifie un agent extérieur en faisant des sérologies, c'est-à-dire en recherchant des anticorps dirigés contre cet agent. Eh bien, ce rétrovirus, dont vous voyez ici la physionomie, qui était un petit peu différent morphologiquement de l'HTLV initial, le Gallo, qui avait des caractères biochimiques différents, légèrement différents, mais qui était en fait un antivirus et qui avait surtout provoquait un type d'anticorps différent, donc différent de l'HTLV, qu'on avait appelé LAV à l'époque, comme lymphadenopathique associé de virus. Et puis, comme il a été identifié chez un deuxième patient, on l'a appelé IDA parce que c'était un stade plus avancé de la maladie qu'il avait été identifié, comme immunodéficiency associated virus. Eh bien, c'est révélé effectivement le responsable de la maladie par toute une série d'études qui ont été faites postérieurement. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, ça a donné lieu à une bagarre assez féroce entre la France et les États-Unis sur la pérennité du virus, Gallo prétendant pendant des années d'ailleurs que c'était lui qui en était le père. Et d'ailleurs, même en France, la découverte qui avait été faite en 1983 donc à l'Institut Pasteur n'a été admise par la communauté que lorsque Gallo l'a confirmé un an après. Mais cela dit, il ne faut pas vous étonner de ça. Hein. Beaucoup de gens disent, mais voilà, c'est un scandale, tout ça. Il est banal en science que c'est pas parce qu'une découverte est faite dans un labo qu'elle est prise d'emblée comme une découverte définitive. Il est bon que d'autres équipes se retrouvent avec les mêmes résultats. Et vous savez qu'il y a plein de découvertes qui ont pu être
remise en doute tant qu'elle n'est pas confirmée par des équipes différentes. Donc, il y a eu une bagarre, hein, comme vous voyez, et ce n'est qu'en 86 que le LAV et le HTLV3, puisque Robert Gallo a souhaité donner une dénomination particulière à son virus, il l'a appelé HTLV3 pour garder la dénomination initiale qu'il avait donnée en HTLV, et la communauté internationale a décidé d'appeler ça HIV en anglais, comme Human Immunodeficiency Virus, et VIH en français. Et donc voilà la première image en microscopie électronique qui avait été obtenue par ce virus. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, on a su, vous voyez, en 91, après avoir fait l'analyse génétique du virus issu des Américains et du virus issu du laboratoire français, qu'en fait, ils étaient strictement identiques. Et que la plus grande probabilité, c'est que, y compris la redécouverte du virus par Robert Gallo un an après, était due à une contamination par le virus qui lui avait été envoyé par l'équipe de Pasteur. Enfin bon, tout ça c'est la petite histoire. C'est pas passionnant, mais c'est rigolo. Donc, alors, quand on a mis en évidence le virus, ça a eu des implications extraordinaires, parce que ça nous a permis, comme vous l'avez compris, la mise en évidence du virus lui-même, c'était assez compliqué, c'était de la culture, c'était l'identification à travers des méthodes assez complexes, et donc il fallait avoir une méthode diagnostique facile. Et la méthode diagnostique facile, c'est d'identifier non pas le virus lui-même, mais les anticorps dirigés contre lui. Et donc c'est une sérologie qui a été mise au point assez rapidement, donc dès 83. Ici vous avez les premiers tests qui ont été faits en 83. C'est des tests qu'on appelle ELISA, qui mettent en évidence des anticorps. Et c'est le concept même de ce que le public appelle, et que vous appelez sans doute aussi, les séropositifs. On rappelle qu'on est tous séropositifs à quelque chose. Hein. Quand vous faites vacciner, on est séropositif au Covid. Hein. Et si demain il y a un vaccin contre le VIH, eh ben, vous serez séropositif au VIH aussi, mais pas pour autant malade. Donc c'est un mauvais terme, mais c'est celui qui est aujourd'hui consacré par le public. Alors, ce test ELISA nécessite toujours encore aujourd'hui un test de confirmation. Le test ELISA, c'est une méthode enzymatique qui a beaucoup de qualité parce qu'elle est facile à faire, mais elle est moins spécifique, donc il faut confirmer ça pour être certain qu'il s'agit bien de ce virus, en étalant les protéines du virus et en regardant s'il y a des anticorps spécifiques à ce virus, par une technique qu'on appelle Western blot. Je suis désolé de faire un peu de technique. Alors, quels ont été ensuite le travail nécessaire? Le fait d'avoir une sérologie qui permettait de savoir si les gens étaient infectés par le VIH, ça a permis une chose très importante, c'est d'ailleurs d'abord d'identifier toutes les personnes touchées, qu'elles soient malades ou non, qu'elles expriment la maladie ou non, et puis de refaire l'histoire naturelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passait entre le moment où la personne est infectée, contaminée, et où elle développe des maladies. Et on s'est aperçu, en fait, il a fallu attendre 86-87, pour s'apercevoir que, initialement, quand on était contaminé, eh bien, on faisait un syndrome grippal, comme avec n'importe quel virus, qui guérissait spontanément, et puis qu'il y avait une période de latence qui pouvait durer 6-8 ans. Et même, on a estimé que la médiane de survenue de manifestations physiques de la maladie, c'était environ 10 ans. Donc ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que pendant 10 ans, on pouvait être totalement sans aucune manifestation physique, clinique. Pendant ce temps-là, biologiquement, par contre, on savait qu'il pouvait y avoir une diminution de ces fameux lymphocytes T auxiliaires, qu'on appelle CD4 aujourd'hui, que parallèlement, le virus était contrôlé par le système immunitaire pendant tout ce temps-là, et puis qu'à un moment où l'immunité baissait, comme ici, eh bien le virus se déchaînait et entraînait
une dégradation de plus importante du système immunitaire, et puis l'apparition d'infections opportunistes ou de tumeurs. Et puis, bien entendu, à un stade ultime, éventuellement, le décès. Et effectivement, il y a eu plusieurs dizaines de millions de personnes qui sont décédées de cette maladie, et en France, en tout cas, plusieurs centaines de milliers. Un autre élément très important, c'est que peut-être certains d'entre vous, les plus anciens, se souviennent qu'on posait la question de savoir qu'est-ce qui faisait que certains patients évoluaient plus rapidement que d'autres. Il a fallu attendre les années 90 pour montrer qu'en fait, le principal moteur de la maladie, c'était le virus. On a parlé de cofacteurs, de comorbidité, de facteurs extérieurs. En fait, c'est le génie viral qui fait la maladie. Et ce qui a démontré ça, c'est une étude que vous voyez ici, c'est que plus le virus réplique, ici vous avez un marqueur de la capacité du virus à répliquer, de ce qu'on appelle la charge virale, la quantité de virus dans le sang, et plus cette charge virale est importante, plus la baisse du taux de ces fameux globules blancs est importante. Et ça, c'est conceptuellement très important. Ça voulait dire que si on arrivait à diminuer ce qu'on appelle aujourd'hui la charge virale, c'est-à-dire la capacité du virus de se multiplier, on arriverait à contrôler la maladie. Alors justement, les traitements, moi je me suis battu pendant des années à dire, mais parce que l'idée qui a prévalu, y compris dans le corps médical, dans le corps public encore plus, et encore aujourd'hui, c'est qu'il n'y a rien à faire dans cette maladie. De toute façon, à partir du moment où on la contracte, on va mourir. Et je me souviens des années 80, où les gens à qui on annonçait qu'ils étaient contaminés par ce virus avaient le sentiment d'une mort imminente. Or, moi, j'ai encore des patients aujourd'hui qui sont vivants et qui étaient contaminés, qui avaient même un stade très avancé de la maladie, déjà il y a 40 ans pratiquement. Mais pourtant, on avait déjà des moyens, et ici, il y a eu un congrès international, le deuxième congrès international sur cette maladie a eu lieu à Paris, et j'ai retrouvé cette diapositive que j'avais présentée avec une certaine naïveté à l'époque, qui montrait qu'une personne infectée par le virus qu'on appelait LAV, donc en 86 on l'appelait encore LAV, vous voyez ici, était soumise à toute une série d'intempéries, qui étaient justement ces fameuses infections opportunistes, et que finalement il y avait un moyen de lui rendre au moins un aspect agréable en mettant un parapluie. Et c'est là toute une stratégie qu'on a mis en place dans ces années-là, qui était extrêmement importante, qui a permis d'ailleurs à certains patients de vivre avec la maladie, malgré tout. C'est avec des traitements anti-infectieux, soit en traitant les gens, puis en faisant ce qu'on appelle la prévention secondaire, puis enfin la prévention primaire, c'est-à-dire avant que le déficit immunitaire soit trop important, on mettait des traitements anti-infectieux qui empêchaient la survenue de ces infections. Donc certes, le virus était toujours là, certes, il y avait des risques qui persistaient, mais on est arrivé dans les années 80 et ultérieurement à contrôler un certain nombre d'infections opportunistes, et ça a été extrêmement important pour les patients, et certains sont encore vivants aujourd'hui. Et bien entendu, l'essentiel, les efforts extrêmement importants ont été faits pour essayer de voir si on ne pouvait pas agir sur le virus. Alors ici, je vous rapporte un cycle viral dont l'identification a pu être totalement résolue je dirais, avant la fin des années 80, et qui a permis de développer des produits qui interféraient sur ce cycle de réplication. Parmi les produits initialement utilisés, il y avait des produits qui étaient actifs sur ce qu'on appelle l'enzyme qui permettait la réplication du virus, qui était une DNA polymérase, pardon de dire des choses avec des gros mots, pour certains d'entre vous peut-être, et qui est un peu particulière puisque c'est une DNA polymérase RNA dépendante, qui fait beaucoup d'erreurs, enfin bon, ça a des implications, et donc entraîne des mutations facilement. Et en tout cas, ça a été la première cible qui a été proposée, mais vous voyez qu'aujourd'hui, il y a toute une série de cibles potentielles, et qui sont d'ailleurs toutes utilisées, comme on le verra rapidement. Alors, le premier traitement antiviral disponible, ça a été un traitement, et ça c'est la diapositive initiale, avec un essai auquel j'ai participé,
avec un produit qu'on a appelé l'AZT, c'est un nucléoside, qui est une sorte de leurre qui permet d'arrêter la chaîne de multiplication de l'acide aminé du virus. Et vous voyez que dans cet essai, des gens étaient sous placebo et d'autres ont eu le traitement. Et on voit que ceux qui ont eu le traitement ici, eh bien, avaient moins d'infections et mouraient moins que ceux qui avaient le placebo. Et donc l'essai a été arrêté très rapidement. Parce que les associations de patients ont dit, mais vous êtes responsable d'un nombre, on dit au laboratoire, vous êtes responsable de décès, et le produit a été disponible dès fin 86, début 87. Donc on a eu plein de patients qui ont été mis sous traitement à partir de ce moment-là. Et alors on a observé quelque chose d'un peu particulier, là aussi c'est des diapositives originales, c'est qu'il y avait une amélioration initiale, mais cette amélioration initiale s'estompait au bout d'environ 6 mois. Et ici, par exemple, c'est sur les fameux globules blancs qui sont atteints dans la maladie, s'amélioraient au début, et au bout de 6 mois, ils revenaient à leur niveau de base. Donc, effet transitoire. C'était vrai aussi pour l'aspect physique, puisque le poids augmentait initialement, donc amélioration de l'état général, mais au bout d'un an, le bénéfice sur le poids avait disparu. Pardon. Pour les infections opportunistes, pareil, les fameuses infections, vous voyez qu'initialement, il y avait une baisse du nombre des infections chez les patients, mais qu'après 8 mois, eh bien, il y avait de nouveau une réapparition du risque d'infection opportuniste. Donc, vous voyez, effet, certes, mais effet transitoire. Et ça a donné des drames. Dans le début des années 90, les essais ont montré, vous voyez, des études qui ont été faites contre placebo, par exemple, qui ont montré en 92 que l'AZT n'aurait pas d'effet bénéfique sur les personnes séropositives. Ça, c'est l'effet perverse des informations. Oui, enfin, l'effet n'était pas permanent. Oui, l'effet était transitoire, mais il n'est pas nul. Et comme il y avait des effets indésirables, tout ça a entraîné beaucoup d'émotions. Plein de gens ont arrêté les traitements, à tort, évidemment. La désillusion de l'AZT, vous voyez. Alors, il a fallu attendre la moitié des années 94, pardon, 94 d'ailleurs, mi-90, pour comprendre pourquoi l'effet était transitoire. Eh bien, l'effet était transitoire parce que sous l'effet du traitement, le virus, à cause de Darwin, sélectionnait des mutants à sensibilité réduite. Ça, c'est la faute de Darwin. Enfin, je ne sais pas si c'est la faute, mais enfin, c'est lui qui a compris le principe de sélection. Et donc, vous voyez que certaines mutations entraînaient une diminution très importante de l'efficacité de ce produit. Donc, sélection de mutants à sensibilité réduite qui faisait que le produit n'était plus, le traitement n'était plus actif. Et on voyait bien d'ailleurs sur les études que lorsqu'on donnait le traitement, le virus sauvage, tant que le traitement était administré, diminuait, et que quand il y avait un échappement, c'était un virus mutant qui apparaissait. Et donc ça a été un sujet extrêmement important pour comprendre un peu les mécanismes. Alors ici je vous ai mis des résultats d'un essai donc, qui a été fait en 1995, non plus avec un produit, mais il y a eu une phase où on en avait donné 2, et puis ici, le premier essai où on a utilisé une combinaison de 3 produits antiviraux avec des classes différentes. Et vous voyez quelque chose d'intéressant, c'est que en bithérapie, c'est-à-dire quand on donnait 2 antirétroviraux, on avait un effet qui s'estompait avec le temps et qui disparaissait, le bénéfice disparaissait au bout d'1 an. Quand on donnait on associait 3 médicaments, eh bien, vous voyez que l'effet sur la réplication du virus se maintenait dans le temps, mais de manière très intéressante, je vous demande de retenir ça parce que c'est quelque chose qui n'est pas très connu dans le public et même dans le public médical, c'est qu'avec un traitement
unique, en monothérapie, vous voyez qu'on a un résultat intermédiaire meilleur qu'avec le résultat avec 2 associations. Et donc pour expliquer ça, on sait aujourd'hui que ce n'est pas le nombre de médicaments qui fait l'efficacité, mais c'est la puissance du traitement. Un traitement plus puissant donne de meilleurs résultats qu'une combinaison moins puissante. Et ça aussi, il faut se référer à Darwin, mais c'est une autre histoire. Donc, la sélection de mutants à sensibilité réduite se fait en fonction de la puissance des traitements. Si le traitement est insuffisamment puissant, c'est à ce moment-là que les mutants apparaissent. Alors, initialement, donc, ça a été l'avènement de ce qu'on a appelé les trithérapies, que moi je préfère appeler aujourd'hui des traitements puissants, puisqu'aujourd'hui on n'utilise pas obligatoirement des trithérapies, mais des combinaisons de 1 ou 2 médicaments dont la puissance est équivalente à celle de l'association de 3. Mais par contre, initialement, c'était 3 médicaments avec plein de comprimés. Vous voyez ici les combinaisons en 96 où il y a 3 fois, je ne sais pas combien, 6 comprimés à prendre, donc c'était très lourd, avec quelques effets indésirables. Je ne rentrerai pas dans les détails de ça. Vous voyez ici une image d'une pléthore de traitements dont les patients légitimement se plaignaient à l'époque. Alors, les progrès, vous voyez, ça a été l'arrivée, je ne fais pas de publicité pour un médicament, mais l'arrivée de combinaisons en sel comprimé. Vous voyez ici, par exemple, la première combinaison qui a utilisé 3 produits dans un même comprimé, c'est-à-dire un comprimé par jour. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Vous voyez, dans les triples combinaisons, par exemple, le nombre de produits qui contiennent 3 médicaments, c'est un comprimé par jour, sans contrainte. Donc ça s'est énormément simplifié. Pratiquement plus d'effets indésirables. Et vous voyez même qu'on a des combinaisons de 2 médicaments qui donnent de 2 produits, pardon, dans un seul comprimé, qui donnent des résultats similaires à ceux de triple combinaison. On n'est pas dans les détails, on n'est pas dans un cours de médecine. Alors, si on veut chercher le nombre de médicaments aujourd'hui disponibles pour cette pathologie, vous voyez qu'on est gâté. Hein. Je ne vous inquiétez pas, je ne ferai pas d'interrogation écrite à la fin. Mais vous voyez qu'on a le choix entre l'efficacité qui est pratiquement équivalente dans beaucoup de combinaisons et la tolérance surtout qui s'est considérablement améliorée après une période où on a eu pas mal de problèmes, dont des anomalies de la répartition des graisses. 2 mots quand même sur l'épidémiologie et la transmission, parce que là aussi l'histoire est incroyable. L'histoire est incroyable parce que les premières années, c'est terrible. La contagion, tout le monde a peur. On a peur de tout. Et vous voyez les titres des journaux. On n'a pas peur de Chirac et Léotard, hein, c'est pas ça. On a peur des nouveaux risques. Évidemment, il y a des nouveaux risques. Ben non, il n'y a jamais eu de nouveaux risques. Et moi, je me souviens, initialement, on s'est posé la question. Hein. Je me souviens que quand on a mis au point les tests de dépistage, entre le labo de viraux de Pasteur, les gens qui ont travaillé sur le virus, et puis nous qui ont des malades, on a testé une trentaine, et puis le labo d'Immuno, on a tous voulu se tester. Ben, sur les 30, il y en avait 2 qui étaient positifs, et c'était des faux positifs. Hein. C'était les premiers tests, ils n'étaient pas très bons. Je ne dis pas l'émotion. Enfin bon, on a amélioré les tests, on a fait les tests de confirmation, tout le monde était négatif. Donc ça nous a rassurés très vite. On n'avait pris aucune précaution initialement. Hein. On pouvait m'occuper des malades sans aucune précaution, tant qu'on ne connaissait pas trop les modes de transmission. On avait identifié le mode de transmission sexuelle, le mode de transmission par voie intraveineuse, mais bon, on fait quand même attention sur les injections, mais voilà. Donc ça a été terrible. Hein. Et vous voyez les titres des journaux, j'en ai sorti 2. Et quand vous voyez le journal du dimanche titré de cette manière-là, vous imaginez dans le public ce qui a pu se passer. Peut-être certains d'entre vous ont vécu ça. Ça a conduit à des attitudes totalement inappropriées, y compris dans le corps médical. Il faut bien le dire. Hein. Il y a des patients qui étaient rejetés. L'idée c'était on ne peut rien faire et c'est dangereux. Donc on les mettait dans un coin, on leur donnait même pas à manger, on mettait une assiette en carton à la porte des chambres et c'était assez déprimant.
En plus, les fantasmes, je ne vous dis pas, on a vécu les premières, je dirais, vagues des fake, ce qu'on appelle aujourd'hui des fake news, hein, maladies contaminées par la maladie de la salive de sa femme, elle-même atteinte lors d'une transfusion contaminée. Enfin, vous voyez les scénarios qui étaient développés à l'époque, c'est assez terrible. Et on avait l'impression de revenir quelques siècles en arrière. Alors ça, c'est une image d'il y a quelques siècles, mais celle-là était une image de 81. Oui. Donc, c'est quand même pas rien, quoi, hein. Pour approcher les patients dont on a su très vite quand même que le risque de transmission était négligeable. Et moi, j'ai passé mon temps dans des topos que je faisais dans le camp médical à dire, ben non, vous n'attraperez pas le VIH de cette manière-là, à moins que vous asseyez sur la cuvette avant que la personne contaminée ne se soit levée. C'est ce que je raconte ici. Donc je copié. Non, mais ça ne faisait pas le mal. Hein. Il fallait détendre l'atmosphère dans un certain nombre de circonstances. Mais vous voyez, c'était aussi, voilà, évidemment, les fantasmes. Je ne dis pas les fantasmes auxquels j'ai été confronté, y compris du corps médical. Il ne faut pas non plus imaginer qu'ils étaient indemnes de ces fantasmes. Sur les couverts, c'était n'importe quoi. Les poignées de porte, le Covid à côté, c'était rien du tout. Et je terminais toujours mes topos en disant c'est pas ça qui va vous contaminer par le VIH, par contre, ce sera le premier geste thérapeutique que vous pouvez faire vis-à-vis des patients parce qu'ils étaient vraiment rejetés. Et c'est pas un euphémisme de dire que ce geste-là était peut-être celui que dès le début on pouvait faire pour soulager l'isolement dans lequel se trouvaient beaucoup de patients. Alors en plus, bon, la contagion par le sang, tous les fantasmes qu'il y a eu, avec le cancer qui est derrière, vous voyez, les transfusés qui disaient mais le monde n'est pas homosexuel, enfin, tous ces fantasmes qui ont existé, ça n'a pas été facile. Alors la prévention, pourtant c'était pas si, enfin, c'était sur le papier pas si compliqué, et ça a été bien entendu la promotion du préservatif, dont je rappelle aux plus jeunes que la publicité, si je vous demandais quand est-ce qu'elle a été autorisée, vous seriez étonnés. Quand est-ce qu'elle a été autorisée, la publicité sur les préservatifs? Il y en a qui savent? Totalement en 91. Bon, je sais que vous êtes taisés maintenant, vous n'avez plus besoin de répondre aux questions, mais donc 91, vous vous rendez compte? 91. Alors, certains d'entre vous n'étaient pas encore nés, mais quand même certains quand même. Et bien, voilà, on ne pouvait pas, et il y a même des fonctionnaires qui se sont fait virer parce qu'ils ont autorisé de parler de préservatifs à la fin des années 80. Donc, alors, les publicités à partir, grâce à une ministre de la Santé particulièrement courageuse, qui était Michel Darzac, on a pu avancer un petit peu dans les méthodes de prévention, on a pu un peu parler de préservatif, parce que la publicité a été levée partiellement en 87, donc ça a permis de faire ce type de campagne. Mais vous voyez, je ne sais pas si de voir cette affiche vous pousse irrémédiablement pour utiliser cet instrument au cours des débats dont je ne doute pas que certains d'entre vous pratiquent, Donc, vous voyez qu'il y avait aussi la possibilité, et ça a aussi été un courage politique exceptionnel de la ministre, qui a été l'autorisation de mettre en vente libre les seringues, qui n'était pas possible avant 87. Et vous voyez ici l'un des premiers kits de prévention, il y avait à la fois des seringues propres et des préservatifs. Alors, revenons rapidement sur les méthodes de prévention traditionnelles. Les méthodes de prévention traditionnelles, celles qui ont été promues, hein, il y en a qui ont osé. Pour la transmission sexuelle, l'abstinence, beaucoup d'études scientifiques ont été faites pour montrer que ça ne marchait pas. Non pas que l'abstinence ne marche pas pour empêcher la transmission, mais l'abstinence ne marche pas parce que personne ne la pratique. Même dans des lieux où normalement c'est fait pour. Hein, la sphère et autre chose comme ça. Bon. Passons. Je risquerais d'être taxé de mauvais esprit. Donc non, sérieusement, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, pas contre le placebo, mais enfin des études de cohorte, l'abstinence, on n'y arrive pas. Quoi, hein.
Et puis, voilà. Report du premier rapport sexuel, ça peut être intéressant dans certains environnements, ça a été tenté, c'est pas terrible, hein, quand on voit dans les pays où ça a été tenté, ça marche pas très bien, pour des raisons multiples, hein, sociales, culturelles, etc. La diminution du nombre de partenaires, ça a été pratiqué dans certains, en particulier aux États-Unis, en Californie, hein, ça a eu des résultats, mais c'est pas obligatoirement soutenable dans le temps. Et puis le préservatif, dont on sait qu'il peut être utilisé la première fois, mais abandonné dès la deuxième ou troisième fois. Ce qui fait que ça ne marche pas très bien non plus, sinon ça se saurait, l'épidémie serait déjà arrêtée. En ce qui concerne la transmission sanguine, bien entendu, dépistage et don du sang et d'organes, sachant qu'il y a eu une polémique en France, vous savez, sur le test de dépistage qui a été fait trop tard, en oubliant que dans les pays en développement, il a fallu attendre le mi-95, même si les gens y allaient pour faire du tourisme, que les dons du sang soient testés, et encore, on ne sait pas avec quelle fiabilité. L'accès large du matériel stérile d'injection, ça a été possible en France à partir de 87, mais il y a encore beaucoup de pays où ce n'est pas possible, et par exemple en France, ce n'est toujours pas disponible dans les lieux de privation de liberté. Je le rappelle pour ceux qui font du droit, je ne sais pas s'il y en a ici, mais que les lieux de privation de liberté, ça vous prive de la liberté, mais aucun des autres droits, et en particulier pas des droits pour la santé. Et normalement, tout ce qui est disponible dans le public, en particulier l'usage de seringues, devrait être disponible dans les lieux de privation de liberté. Or, ce n'est pas le cas, et c'est un lieu non seulement où la prévalence de la maladie est importante, mais où il y a des échanges de seringues, on le sait, même si on le nie. Mais bon. Et puis, il y a eu le traitement de substitution, dont on a largement démontré dans des études multiples, socio-démographiques, que ça avait un impact extrêmement significatif sur le contrôle de l'épidémie. Je vous rappelle que les populations qui ont été le plus adhérents aux mesures de prévention, c'est les utilisateurs de drogue par voie intraveineuse, qui je dirais en un an et demi, d'ailleurs, l'épidémie a pratiquement disparu dans cette population aujourd'hui. Et quand on leur a donné à disposition des seringues, ils les ont utilisés, l'épidémie a disparu. Tout à l'heure, ça peut vous choquer qu'on puisse parler de donner des seringues en prison. Je vous rappelle que l'Iran le fait. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit un modèle de liberté totale, mais enfin, ils ont au moins cet aspect pragmatique. Je rappelle qu'une personne qui est en prison ne va pas y rester toute la vie. Donc, si on ne s'occupe pas d'elle pendant qu'elle l'est, eh ben, c'est pas sûr qu'ensuite elle s'occupe des autres. Alors, l'énorme progrès, c'est les nouvelles méthodes de prévention. Et parmi les méthodes de prévention qui sont aujourd'hui à notre disposition, c'est l'utilisation des médicaments qui agissent contre le virus, des antirétroviraux. Alors, depuis maintenant très longtemps, on utilise un traitement qu'on appelle post-exposition. D'abord chez les soignants, qui, lorsqu'ils se piquent par exemple, peuvent bénéficier de ce traitement. Dès qu'ils se piquent, ils vont voir aux urgences ou dans les services de maladies infectieuses, ils se piquent avec une matériel qui a servi pour un patient. Eh bien, on leur donne un traitement pendant un mois et on montre qu'on a une réduction considérable de risque de transmission dans ces circonstances. Et ça fait depuis la fin des années 80 que ça existe. Aujourd'hui, ces traitements sont améliorés avec des traitements beaucoup mieux tolérés et beaucoup plus efficaces. Donc ça continue et ça a été étendu aux expositions sexuelles, c'est-à-dire qu'une personne dont le préservatif, qui a utilisé un préservatif, et le préservatif a craqué, en tout cas c'est ce qu'il nous raconte, peut bénéficier dans les 48 heures d'un traitement post-exposition. On a des éléments concordants pour penser que ça réduit le risque d'avoir été contaminé. Et puis depuis les débuts des années 90, on a mis en place des programmes de prévention de la transmission entre la mère et l'enfant. En donnant un traitement à la mère, eh bien, le risque de transmission à l'enfant, pendant qu'elle est enceinte, le risque de transmission à l'enfant est diminué. Et je dirais même qu'aujourd'hui, grâce au traitement disponible, il n'y a plus de transmission de la mère à l'enfant chez la mère traitée. Alors, moi, je déteste le terme de programme de ce qu'on appelait le TPME, c'est la transmission
materno-infantile, en fait, il suffit de traiter les femmes. Et qu'elles soient enceintes ou non, je pense que l'attention, ce qui est important, c'est de traiter toutes les femmes contaminées. Et on ne traite pas les femmes parce qu'elles sont enceintes. Hein. Et le gros défaut, à mon avis, de ces programmes, ça a été de dire on va traiter que les femmes enceintes. Ça a été le cas pendant une bonne dizaine d'années. Et c'est encore le cas dans certains pays d'Afrique subsaharienne. Et puis les deux éléments extrêmement importants de ces 10 dernières années, c'est la démonstration, je dirais, formelle, définitive, qu'une personne qui prend un traitement ne transmet plus la maladie, y compris par voie sexuelle, et puis que pour ceux qui ne sont pas contaminés, un traitement pré-exposition prévient, lorsqu'on s'expose, on ne peut pas mettre de préservatif, on n'est pas en situation de le mettre, qu'on a oublié, je ne sais pas quoi, prévient le risque de transmission. Ça, il y a eu maintenant, depuis le début des années 2010, toute une série d'essais, je vous en ai donné deux, des essais français à prévenir, qui montrent qu'on réduit de plus de 95% le risque de survenue d'infection lorsqu'on prend un traitement avant un acte sexuel exposant. Quand on prend 2 comprimés avant, un comprimé après, et on entoure par un traitement, on empêche d'être contaminé lorsqu'on ne l'est pas. Et puis, par ailleurs, une étude sur quelques centaines de milliers d'actes sexuels dans des couples séro-différents, ce qu'on appelle, c'est-à-dire où l'un des partenaires est contaminé ou l'autre ne l'est pas, le risque de transmission, c'est 0. Alors pour ceux qui font des statistiques, j'ai pu comprendre que certains d'entre vous en font, c'est 0 plus ou moins quelque chose, hein, l'écart type, on ne peut pas l'éliminer, mais c'est quand même 0. Hein, c'est un risque. Donc, vous voyez, une personne traitée actuellement ne transmet plus le virus. Je crois que c'est très important à dire, pour plein de raisons, d'abord pour elle, et puis pour les autres, et puis pour le regard aussi qu'on porte aujourd'hui là-dessus. Et moi, j'aime bien dire la chose suivante, c'est que finalement, la manière la plus sûre de ne pas contracter le VIH au cours d'une relation sexuelle, aujourd'hui, c'est de l'avoir avec une personne contaminée par le VIH, traitée depuis plus de 6 mois. Paradoxal. Ça rend, en tout cas, les personnes contaminées et traitées plus attrayantes qu'une personne séro-ignorante. Hein? Ça vous donne des idées? Tant mieux. Alors, ces nouvelles méthodes de prévention permettent de définir une stratégie de santé publique. Maintenant, la mise en pratique n'est pas facile. Et aujourd'hui, on considère que si on arrive à dire, il y a un enjeu de diagnostic, c'est-à-dire qu'il faut faire le diagnostic des personnes contaminées, parce que c'est les personnes non traitées, non diagnostiquées, non traitées, qui sont responsables de la transmission et de la poursuite de l'épidémie. Donc diagnostiquer et traiter les patients, on traite tout le monde aujourd'hui, eh bien, ça permet d'interrompre les chaînes de transmission. Donc si on traite 90% des personnes, que ces personnes, 90% des personnes diagnostiquées sont mises sous traitement et ont une efficacité thérapeutique, et aujourd'hui l'efficacité des traitements, c'est 95% des personnes ont un virus complètement bloqué, ce qui est remarquable d'ailleurs en médecine, eh bien, on peut espérer, comme l'OMS l'a modélisé, enfin vous connaissez les limites des modèles, eh bien, on va éteindre en 2050 l'épidémie, sans avoir de vaccin, sans avoir d'autres moyens. Mais vous voyez que pour mettre tout ça en œuvre, c'est un autre sujet. Ce sujet, il est pas simplement scientifique, mais sans doute politique. Alors, pour faire un peu de perspective, est-ce qu'on a des espoirs de vaccins? Très compliqués. On a quelques espoirs parce que on a mis en évidence, il y a maintenant quelques années, moins de 10 ans, pour la première fois des anticorps neutralisants. Alors des anticorps neutralisants, ça veut dire que c'est des anticorps qui arrivent à neutraliser le virus qu'on n'arrivait pas à mettre en évidence antérieurement, parce qu'ils mettent beaucoup de temps à apparaître, pour des raisons de course de vitesse entre la capacité du virus de se transformer et la capacité du système immunitaire de s'y adapter. Je vous le fais court. Hein. Donc, mais maintenant on en a, on arrive à les reproduire, on va faire des anticorps monoclonaux, et ils ont un effet antiviral. Alors,
Est-ce qu'on peut les produire juste en mettant de la soupe antigénique dans les individus? Sûrement pas. Sûrement pas, parce qu'on se retrouvera devant le même type de phénomène. Donc il est très possible. Alors, d'abord, un seul anticorps ne va pas suffire. Il faudra sans doute avoir plusieurs, et on a des données aujourd'hui pour dire que plusieurs anticorps monoclonaux seront nécessaires pour inhiber de manière durable une souche virale. Et donc on a déjà des constructions qui ont été mises en évidence, pas simplement mises en évidence, expérimentées in vitro, mais expérimentées in vivo aussi, d'anticorps qui contiennent plusieurs sites d'attaque. Et vous voyez ici par exemple, c'est un exemple. Et puis surtout, comment est-ce qu'on peut faire fonctionner? Alors, ces anticorps, déjà, un intérêt, c'est en prévention, avec toute une technologie pour rendre leur demi-vie prolongée. Tout on a des anticorps monoclonaux qui, dans la demi-vie, est de 2 mois, ce qui est quand même assez considérable. Mais c'est de la technologie, ça, c'est plus tout à fait... Alors, par contre, l'idée quand même, c'est qu'à un moment, on puisse permettre à l'individu de les produire. Et ça voudra dire faire de la thérapie génique. Et que, alors, aujourd'hui, tout le monde, enfin, la majorité de gens admettent que si on joue, on veut guérir cette maladie, ce sera par l'intermédiaire d'une thérapie génique qui permettra d'introduire soit améliorer notre système immunitaire, puisque la guérison d'une maladie infectieuse, c'est souvent un contrôle immunitaire. Donc il va falloir permettre à notre organisme qui ne sait pas le faire spontanément de s'adapter plus rapidement qu'il ne le fait, ou en tout cas de produire des anticorps efficaces rapidement. Mais il y a des essais qui sont en cours et qui sont assez prometteurs, mais c'est de la thérapie génique. Alors, la thérapie génique, ça veut dire qu'il faut un vecteur, il faut éventuellement enlever les cellules, les transformer. Donc là, il y a de la technologie à trouver. La technologie pour trouver une méthode simple, une petite piqûre, là, hop, et on transfère des gènes. Mais moi, j'y crois. Je ne dis pas que ça va être simple, mais c'est encore une fois de la technologie. Donc voilà, si vous voulez avoir de la perspective, je pense que dans les 20 ans, on aura quelque chose, et il faudra que cette chose soit accessible facilement, y compris dans les pays en développement. Alors, quelques enseignements, à mon avis, qui ne valent pas simplement pour le VIH, qui pourraient être, je dirais, étendus à d'autres domaines d'abord de la médecine, mais pas que. D'abord, la première chose que j'ai essayé auquel j'ai essayé de m'attacher pendant ces 40 ans, c'est que d'avoir des actions basées sur la connaissance et non sur les préjugés. Quand je vois toutes les réticences qu'il y a eu initialement pour prendre en charge les patients, pour s'intéresser à cette maladie, pour essayer d'observer les faits et pas remplir notre perception de fantasme, et ben, ça a freiné beaucoup de choses à tout niveau, y compris sur le passage à l'acte. C'est pas parce qu'on a un outil qu'on le met à disposition de ceux qui en ont besoin. Donc il faut de la politique de santé, je ne parle pas de la politique comme on en fait aujourd'hui, non pas aujourd'hui, non, de la politique de santé. Mais il faut des décisions politiques, parce que sinon ça ne sert à rien. Et le fait de donner, vous voyez, un événement dont je n'ai pas parlé, je suis désolé, c'est la création du Fonds mondial. C'est un événement majeur. Le Fonds mondial, ça permet de traiter aujourd'hui 2/3 des personnes contaminées dans le monde, avec des médicaments gratuits. C'est, je dirais, socialement, historiquement, un événement majeur. Mais c'est une volonté politique. Les médicaments existent, et maintenant ils sont potentiellement disponibles dans les pays en développement à ressources limitées. Il ne faut pas négliger dans tout ça que souvent, quand on réagit, souvent par la peur d'ailleurs, devant un événement comme celui du sida, comme d'ailleurs dans d'autres maladies, le Covid et aujourd'hui peut-être la variole du singe, ce n'est pas parce que vous allez restreindre les droits pour les personnes que vous allez résoudre le problème. Au contraire, je pense sincèrement qu'il faut leur donner des droits aux personnes et surtout de lutter contre la discrimination. Les discriminations ont un effet extrêmement négatif puisque ça fait que les personnes les plus concernées vont éviter de rentrer dans un système de responsabilité et dans un système de soins. Donc le seul moyen de faire adhérer les gens à des mesures qui peuvent des fois être contraignantes,
c'est au contraire de les accompagner et de les socialement, psychologiquement, financièrement s'il le faut. On le fait en France, hein, il y a l'assurance maladie qui paye quand vous êtes en arrêt de maladie. Et ça, c'est un élément politique, mais qui permet à la santé, à améliorer le niveau de santé des populations. L'engagement communautaire, on a beaucoup parlé, il a un petit peu rétrocédé ces derniers temps, mais ça a été un élément extraordinaire. J'en ai peu parlé, mais quand il s'agit de faire des enquêtes sérologiques, par exemple, c'est parce qu'on était en lien avec les associations communautaires qu'on a pu faire toutes les enquêtes épidémiologiques avec une vitesse très rapide, en lien avec eux, avec leur participation. Et vous savez que pour ce qui est du VIH et du SIDA, c'est les communautés qui ont été les principaux vecteurs de la prévention pendant très longtemps, et peut-être encore aujourd'hui. Moi, je crois beaucoup à la multidisciplinarité, et cette multidisciplinarité, elle doit être très large, clinique, oui, parce que c'est toujours important d'avoir la vue de terrain, épidémiologique, parce que de traiter des informations, pas simplement individuelles, mais en population, c'est un moyen d'identifier les facteurs d'exposition, facteurs de risque. Social, hein, le VIH-SIDA a été l'occasion d'une éclosion fantastique de la recherche en sciences sociales, avec une production très importante, et puis bien entendu fondamentale quand même, parce que si on n'avait pas des gens qui savaient mesurer la transcriptase inverse il y a 40 ans, on n'aurait rien trouvé. Et puis les réponses, écoutez, elles sont médicales, scientifiques, bien entendu, mais elles doivent être globales, c'est-à-dire qu'elles doivent être sociales, psychologiques, éventuellement économiques. Et sinon, on n'est pas prêt de résoudre un problème de santé. Voilà, je vous remercie d'avoir été un petit peu long. Merci beaucoup de nous avoir permis de voyager 40 ans en arrière en 1 heure. Et merci pour cette très belle présentation. Y a-t-il quelques questions ? À votre avis, est-ce qu'il existe des méthodes modernes du XXIe siècle qui ont pu permettre de localiser, découvrir le VIH plus vite et gérer le problème plus vite pendant les années? Écoutez, aujourd'hui, il a fallu à peu près le séquençage du virus, par exemple, a été fait en 1986 par l'équipe de Wayne Hudson, 6 mois. Aujourd'hui, vous mettez 2 heures. Donc, oui, bien entendu, aujourd'hui, les méthodes de biologie moléculaire ont évolué de manière incroyable, quoi, hein. Mais, je dirais en partie, c'est dommage que je ne suis pas sûr que la virologue d'Angers soit là. Si, elle est là. Une partie des progrès, à mon avis, qui ont été faits en particulier en virologie, sont liés à l'investissement qui a été fait sur le VIH. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. En partie, en tout cas. Vous voyez, la virologie a pris un développement extraordinaire grâce au VIH. Dans les années 80, on n'avait pas les outils diagnostiques que l'on a aujourd'hui. C'était avec la crise Covid, on a pu très rapidement découvrir ce virus et le mettre en diagnostic de routine très rapidement, ce qui n'a pas été le cas pour le VIH. Il y a des technologies d'identification génomique qui n'existaient pas à l'époque. Ça n'existait pas à l'époque. On ne pouvait pas identifier des agents aussi facilement aujourd'hui. Un agent nouveau, on a des techniques pour les mettre en évidence sur les techniques de biologie moléculaire.
Oui, merci beaucoup d'abord pour votre conférence. Le sida, c'est aussi une des premières situations où les associations de patients se sont constituées et sont intervenues dans la réflexion sur la recherche. Dans votre expérience, ça se manifestait comment? Ils venaient vous voir, ils discutaient les protocoles de recherche, vous les discutiez avec eux, vous vous engueuliez peut-être avec eux de temps en temps. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ce qu'on appelle la dialectique, oui. Vous appelez ça engueulade, vous appelez ça la dialectique. Mais non, les associations ont été admises à la NRS pour voie consultative initialement. Moi, j'étais à la NRS pendant des décennies, et donc elles ont eu un siège, par exemple, l'Agence nationale de recherche sur le sida, très rapidement. Elles sont réellement intervenues quand elles ont créé un groupe autonome. Donc elles étaient sous tutelle des institutions, elles étaient présentes, mais leur voix ne comptait à... C'est une analyse personnelle. Aujourd'hui, elles sont un peu plus reconnues, mais peut-être parce que justement, il y a l'action coordonnée, il y a le TRT5, voilà, ça s'appelle le TRT5, une association qui travaille pas simplement sur le sida d'ailleurs, d'associatifs qui sont d'ailleurs plutôt costauds, qui ont acquis une connaissance scientifique assez performante, dont certains médecins d'ailleurs pourraient être jaloux. Donc à partir de ce moment-là, ils ont constitué un groupe autonome avec une compétence scientifique, je pense qu'ils sont plus souvent entendus. Mais bon, ils ont joué un rôle très important, ne serait-ce que pour faire remonter les vrais besoins des patients aussi. Et puis dans la participation, vous voyez, sur les protocoles vaccinaux, ils ont joué sur les protocoles sur la PrEP, que moi j'ai beaucoup participé, c'est-à-dire la prévention pré-exposition. L'accompagnement par les communautaires a été extrêmement important puisque ça a permis l'adhésion des participants, la motivation. Non, à plusieurs niveaux, ils ont eu un rôle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils sont un petit peu fatigués, pour des raisons multiples, en particulier financières. Mais ils ont joué un rôle important et c'est dommage qu'ils ne continuent pas à participer. Merci monsieur pour cette superbe présentation. J'ai une question qui me trotte à l'esprit depuis un certain temps. Qu'est-ce que vous en pensez personnellement du fait de valider ou pas un traitement, une méthode, en passant par le placebo? Est-ce que cette notion de placebo, vous la pratiquez? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous savez, il y a des règles aujourd'hui éthiques internationales. Les outils, là, ça doit vous dire quelque chose. Alors, on utilise, quand il y a un traitement de référence, on n'utilise plus le placebo. Mais vous voyez, l'exemple de l'essai AZT, il s'est interrompu, le premier antirétroviral que je vous ai montré. La réaction des associatifs en particulier a été très violente. Ils ont failli castrer les responsables du laboratoire. Enfin, pas simplement symboliquement, mais ça a été très violent. Avec un discours que j'ai résumé, mais qui était vraiment celui-là. Vous êtes responsable de l'excès de mort dans le groupe placebo. Devant des résultats à 6 mois sur pas beaucoup de patients, mais très significatifs. Et comme vous l'avez vu, quand on est passé en vie réelle et qu'on a fait le suivi, on s'est aperçu que l'effet était transitoire. Alors, on a perdu l'interruption de l'essai au bout de 6 mois avec très peu de patients, n'a pas permis de conclure à ça. Et donc, il a fallu attendre 1900. Là, l'essai AZT, c'est 86, et il a fallu attendre 1992 pour passer à l'étape suivante, c'est-à-dire commencer à faire des essais de multithérapie. Donc, si on avait continué l'essai AZT, on se serait aperçu au bout d'1 an de cet effet transitoire. Là, il a fallu attendre 4 ans. Donc, moi, je ne sais pas quoi vous dire.
si on avait réussi à contourner l'émotion légitime, comment voulez-vous ne pas être ému devant l'excès de mortalité dans le groupe placebo? Donc l'émotion légitime des associations devant cet excès de mortalité du groupe placebo, si on avait réussi à rationaliser le problème en disant oui mais on ne sait pas ce qui va se passer 6 mois après, on aurait gagné sans doute 2-3 ans. Dans le concept d'utiliser des traitements plus puissants. Voilà, je ne réponds pas à votre question, mais je vous donne les éléments du choix qui est, à mon avis, compliqué. Aujourd'hui, on ne fait plus d'essais contre le placebo dans ces circonstances. On fait des essais avec les traitements dits de référence. Bah, c'est pareil, hein, on se trouve des fois dans des situations. Le placebo n'est pas toujours le pire, hein, des fois comparer à un traitement de référence, peut-être discutable aussi, hein, éthiquement, je parle. Compliqué. Je ne sais pas. Vous avez les éléments du problème. C'est compliqué. Vous avez le droit à des cadeaux. Avec tellement papier. D'autres questions? Donc, merci encore infiniment pour votre conférence.